Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les associations caritatives rappellent la nécessité d'être attentif aux personnes les plus fragiles en cette période de canicule qui traverse la France. L'élection de Monseigneur Joseph Habzi comme nouveau patriarche de l'église melkite. Et puis retour sur la fête de la musique avec la paroisse Saint-Sulpice à Paris. Elle a mis une scène à disposition de ses jeunes paroissiens. Cette semaine, l'actualité politique en France, c'est la démission du ministre du MoDem. Embourbé dans des affaires, c'est le remaniement du gouvernement, la rentrée des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Pour autant, pas de débat n'émerge vraiment. On en parle avec Frédéric Casatsu, journaliste politique à Réforme. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Olivier. Avec vous Louis Dauphren, rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Bonsoir Louis. Bonsoir. À tout à l'heure. La misère n'est pas moins pénible au soleil. La canicule qui touche la France depuis le début de la semaine peut mettre en danger les personnes les plus fragiles, surtout lorsqu'elles sont isolées. Pour que chacun puisse aider les personnes de la rue à supporter les grosses chaleurs, le réseau social solidaire Entourage propose quelques conseils et donne des informations sur son application disponible sur smartphone. Précision avec Claire Luisabo du réseau Entourage. Nous, la mission d'Entourage, c'est de donner des conseils aux riverains pour agir à leur échelle et entourer les personnes SDF qu'ils croisent tous les jours. Donc, par exemple, quand il fait chaud comme en ce moment, ce qu'on conseille aux personnes, aux riverains, c'est donc de distribuer des bouteilles d'eau, de prendre des nouvelles des personnes SDF régulièrement, leur demander si ça va, leur donner des conseils, par exemple, de se mettre à l'ombre dans les parcs, et puis surtout de transmettre de l'information, par exemple, sur les points d'eau accessibles, les fontaines, sur, par exemple, le fait que Eau de Paris met à disposition des gourdes gratuites dans tous les espaces Solidarité Insertion. L'idée, c'est vraiment que l'information circule et que les riverains puissent, à leur échelle, transmettre cette information et venir en aide aux personnes SDF. Et par exemple, on a numérisé l'intégralité des points d'eau et des fontaines disponibles dans les grandes villes de France. Ainsi, vous pouvez, à l'échelle de votre quartier, indiquer à la personne SDF que vous croisez tous les points d'eau accessibles dans un rayon de 500 mètres, par exemple. Et bien entendu, les grandes structures sont elles aussi davantage mobilisées, comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, auprès des personnes âgées ou seules. Solidarité toujours avec le projet Les Grands Voisins. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit d'un projet collaboratif en plein cœur de Paris. Il y a 3 ans, des artistes ont squatté plusieurs bâtiments pour participer à l'insertion des personnes en difficulté. Une méthode et une structure peut-être un peu éloignées de ce que l'on peut connaître dans ce que propose l'Église, mais c'est ce lieu que Frère Antonin a choisi pour s'engager auprès des autres. À l'extérieur, ce bâtiment ne ressemble plus du tout à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Fermé en 2010, la mairie de Paris l'a confié aux organisations Aurore, ISP Camp et Plateau Urbain. Ils l'ont complètement transformé pour y développer un écoquartier, qui n'est pas encore en usage. En attendant, c'est déjà un vrai lieu de solidarité où ouvriers, architectes et personnes démunies cohabitent. C'est une petite ville, il y a à peu près 1500 personnes là, qui transitent toute la journée. Et c'est quelque chose de très important parce que c'est pas évident de faire rencontrer des populations aisées avec des populations d'extrême pauvreté. Et c'est un peu l'objectif des Grands Voisins. Jusqu'à l'ouverture de l'écoquartier l'an prochain, les personnes de la rue bénéficient d'un logement gratuit et peuvent même travailler dans les environs. Au moins 600 personnes là, qui résident dans cet ancien hôpital. Il y a un certain nombre de résidents qui ont des activités sur place. Il y en a certains qui travaillent à l'extérieur, il y en a qui travaillent au jardin, il y en a qui travaillent au carton, il y en a qui travaillent à l'hôtellerie, là, au restaurant. Souvent, ils sont sans papier, donc certains travaillent, ils sont rémunérés. Notre objectif, c'est de favoriser la réinsertion de personnes qui sont passées par la rue, par le travail. Donc c'est des personnes qu'on va faire travailler 6 heures par semaine. Notre objectif à terme, ça va être de retrouver du travail aux personnes ensuite. À savoir souvent ce qu'on appelle dans les chantiers d'insertion, c'est-à-dire des 26 heures par semaine, la première marche de l'insertion professionnelle pour des personnes, pour des publics assez fragilisés. Mais cette situation n'est que provisoire pour les personnes de la rue. Leur site va être démoli à la fin de l'année. Cela leur laisse encore quelques mois de répit. Une nouvelle négociation entre le Vatican et la Chine populaire prévue à Rome avant la fin du mois. 3 ans exactement après le début des échanges très discrets entre les deux États. Une délégation venue de Pékin est attendue prochainement par le Saint-Siège. Il s'agit de discuter de la finalisation d'un éventuel accord entre l'Église catholique et le régime en place sur les questions de l'organisation de la vie catholique en Chine, sur les questions du mode de nomination des évêques
ou encore la place et le rôle de ces derniers. Précision avec le père Bruno Lepeu, responsable de la Chine au sein des missions étrangères de Paris. On nous dit que d'un côté comme de l'autre, ils sont très optimistes. Donc, très optimistes, mais en même temps, ça fait plus d'1 an qu'on nous dit qu'ils sont très optimistes. Donc, et on voit toujours rien venir. Donc, mais à chaque fois, on nous dit, on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Ce que l'on sait, c'est que la négociation se concentre essentiellement sur la nomination des évêques. Donc, quel procédure acceptable pour les deux parties pour nommer les futurs évêques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'ils sont à peu près arrivés à un accord, que l'on ne connaît pas du reste. Mais la question qui va avec, c'est que faire des évêques illégitimes, c'est-à-dire non reconnus par le Saint-Siège. Mais aussi peut-être que faire des évêques comme Monseigneur Matartine, c'est-à-dire des évêques que le Saint-Siège a nommés, qui se sont mis dans une position difficile, mais que le Saint-Siège n'a pas envie de laisser tomber. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les négociations? Quel est le prix à payer? On ne sait pas. Hier, Monseigneur Joseph Apsi a été élu nouveau patriarche de l'église Melkite pendant l'assemblée synodale qui a lieu en ce moment au Liban, près de Beyrouth. L'église Melkite compte environ 2 millions de fidèles, répartis principalement en Syrie, au Liban, en Jordanie, en Palestine, en Égypte, mais aussi dans les pays du Golfe et en Amérique latine. Monseigneur Apsi porte désormais le titre de patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem. Il succède au patriarche Grégoire III Lame. Monseigneur Charbel Malouf, curé de la paroisse grecque melkite de Paris, connaît bien Monseigneur Apsi. Il revient sur son élection. Nous attendons du nouveau patriarche, de sa béatitude, un rassemblement de toute l'église melkite. Cette église qui a une longue histoire au Proche-Orient et partout dans le monde. Et surtout au Proche-Orient parce qu'actuellement nous avons une guerre en Syrie, en Irak. Nous avons un exode massif des melkites, que ce soit à l'intérieur du Proche-Orient ou à l'extérieur, en Europe, en Asie, en Australie, aux États-Unis. Donc les défis sont énormes pour le nouveau patriarche, du point de vue déjà de la politique du Proche-Orient, mais aussi d'une politique ecclésiale à l'intérieur même de l'Église grecque melkite catholique. Et puis j'ajoute que le pape François a accepté la renonciation de Monseigneur Georges Kasmoussa, visiteur apostolique pour les fidèles syro-catholiques en Europe occidentale. Monseigneur Kasmoussa a été nommé pour la même fonction, mais pour l'Australie. Le père Rémi Al-Kabalan lui succédera. Le 26 juin, l'ACAT, l'Action des chrétiens contre l'abolition de la torture, propose pour la 12e année une nuit de prière en soutien aux victimes de torture. Partout dans le monde, des personnes ont été battues, torturées, emprisonnées pour leur engagement en faveur des droits de l'homme, pour leur engagement politique ou pour avoir protégé les plus pauvres. La nuit de prière de lundi prochain aura pour thème l'espérance malgré tout. L'espérance, c'est un concept chrétien, bien sûr, auquel on est très attaché à l'ACAT. Et notre prière va aller dans ce sens-là. Mais le malgré tout est aussi très important, puisque lorsqu'on examine ce qui s'est passé depuis 1 an à travers le monde, on ne peut pas dire que la situation des droits de l'homme se soit vraiment améliorée. Ça serait peut-être même le contraire, avec tous les actes terroristes qu'on connaît notamment, mais aussi toutes les guerres qu'il peut y avoir dans les différents pays. Tout au long de l'année, nos adhérents ont des outils pour s'informer, pour agir, mais la prière en commun a lieu véritablement le 26 juin. Et quand on dit la prière, bien entendu, ça tourne autour de notre foi en Jésus-Christ et de notre confiance et notre espérance pour l'avenir et le fait que nous avons été appelés par Dieu à nous battre pour améliorer le sort de nos semblables. Ouais. Et pour connaître les veillées de prière proposées proches de chez vous, rendez-vous sur le site www.nuitdesveilleurs.com. Le mois de juin, c'est le mois des ordinations sacerdotales. La plupart auront lieu le week-end prochain, quelques jours avant la fête de la Saint-Pierre et Saint-Paul, traditionnellement dédiée à ce sacrement.
Selon la Conférence des évêques de France, 117 prêtres seront ordonnés cette année en France, dont 84 prêtres diocésains ou issus des communautés nouvelles et des sociétés de vie apostolique. 33 sont des religieux. Si le nombre global de prêtres continue de diminuer d'année en année, on note depuis 2 ans une augmentation du nombre de prêtres diocésains, passé de 68 à 84. Je vous propose de faire connaissance avec quelques-uns d'entre eux. J'étais quelqu'un qui disait toujours non à une époque de ma vie, toujours non au service qu'on me proposait. Et puis j'ai fini par dire toujours oui, pour diverses raisons. Et depuis que j'ai dit oui, j'ai fait de magnifiques rencontres et je crois que je me suis épanoui. Et donc j'avais cette phrase en tête quand je suis rentré le premier jour, rencontrer le supérieur du séminaire de l'époque, le père Jacques Aconome. Et je m'étais dit, allez, je vais dire oui. Tout a commencé pour moi quand j'avais 20 ans. J'ai vraiment fait une forte expérience de l'amour de Dieu. J'ai vraiment compris que j'étais le fils bien-aimé du Seigneur. Et ça a bouleversé ma vie. Je peux dire qu'il y avait eu la seconde d'avant et il y a eu la seconde d'après. Ça a été un nouveau départ dans ma vie. Ce que je souhaite tendre, c'est que tout ce que je fasse, toute ma mission, toute ma vie puisse renvoyer au Christ. Un peu comme Jean-Baptiste qui montre Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu ». En tout cas, moi, c'est ça que je souhaite pouvoir faire dans ma vie. C'était renvoyer au Christ, être transparent à lui pour que les gens, je puisse servir la relation du Christ avec toutes les personnes. Ces témoignages et bien d'autres à retrouver sur notre page spéciale dédiée aux prochaines ordinations sur notre site internet ktotv.com. Hier, c'était la fête de la musique, l'occasion de se lancer sur scène pour beaucoup. C'était le cas à Paris, dans la cour de la paroisse Saint-Sulpice. Reportage. Cette année, pour la fête de la musique, la paroisse Saint-Sulpice de Paris a mis à disposition une scène pour les jeunes talents. Avant, on faisait des répétitions sans vraiment, juste pour le plaisir de répéter. Et on avait envie de rendre ça, d'avoir plus un sens à nos répétitions. Et là, à la fête de la musique, c'était la parfaite occasion. On peut jouer sur scène et c'était parfait. Inviter nos proches à nous voir qui attendaient depuis longtemps. Ah, c'est quand le concert? Une initiative d'un père de famille, membre du conseil pastoral. C'est vraiment les jeunes qui se rassemblent, qui dépassent leur timidité. Il y a un de mes fils de 16 ans parmi eux. Depuis qu'il joue dans ce groupe et qu'il répète chaque semaine, je peux vous dire qu'il s'est épanoui. Un moyen de s'épanouir, de développer ses talents. Une première pour la paroisse Saint-Sulpice qui compte bien recommencer l'an prochain en attirant plus de monde. On poursuit avec la chronique du Père Venard. Il nous invite à oser le courage de la vérité. Chers amis, nous sortons d'une longue, sans doute trop longue période électorale et nous en sortons les uns et les autres usés, fatigués, découragés et même dépités. Pourquoi ? Eh bien, nous y avons cru, nous nous sommes mis dans l'idée que ça y est, ça allait être le changement comme à chaque fois, tous les 5 ans. Alors on voit bien, le dégagisme a fait dégager un certain nombre de têtes, parfois pour notre plus grand plaisir, mais en même temps, est-ce que les nouveaux arrivés représentent tant que ça le changement ? Et on a même l'impression que les pratiques restent un peu les mêmes, restent trop les mêmes. Nous sommes en même temps dépités parce qu'on ne comprend plus très bien, on a l'impression qu'on est dans le post-politique, dans la post-vérité. On a vu ainsi des catholiques aller voter, peut-être avec une moue d'égout, mais finalement plus avec leur portefeuille qu'avec leurs convictions. On a vu des gens de gauche voter pour des ultralibéraux, on a vu des gens de droite voter pour des gens de gauche. On n'y comprend plus rien. Que cherchons-nous ? Que voulons-nous ? Il me semble qu'un des gros problèmes pour nous autres catholiques, c'est que même nous avons perdu le courage de la vérité. Nous avons perdu le courage de nos convictions. Je travaillais il y a peu sur le père Populeshko, mort à cause justement d'avoir eu ce courage d'aller jusqu'au bout de ses idées. Vous savez, c'était ce prêtre qui était aumônier de Solidarność en Pologne. Alors il disait ceci: « Malheur à la société dont les citoyens ne sont pas guidés par le courage. Ils cessent alors d'être des citoyens pour devenir de simples esclaves.
Si le citoyen renonce à la vertu du courage, il devient esclave et se cause le plus grand des torts, à lui-même, à sa personne, mais aussi à sa famille, à son groupe professionnel, à la nation, à l'État et à l'Église. Chers amis, on ne saurait mieux dire. Merci Père, tout de suite c'est la revue de presse. L'écharpe tricolore en une de Réforme et cette phrase, Frédéric, à leur tour maintenant. Oui, nous avons voulu montrer que la séquence électorale était terminée. Presque un an de campagne, si on inclut évidemment les campagnes de la primaire de la droite et de la primaire de la gauche, et que maintenant il fallait passer à l'action. Nous avons choisi la photo de l'écharpe des députés qui arrivent, des nouveaux députés. Nous aurions souhaité que cela fût le bras d'une femme, puisque quand même 40% de nos députés sont des femmes. C'est un progrès. Il faut encore un effort, encore un effort. Mais nous n'avons pas trouvé cette photo, alors nous avons choisi la photo d'un homme. Merci Frédéric. Don André Louf en une de France catholique, très connu de son vivant. Il est un peu tombé dans l'oubli depuis son décès en 2010 et pourtant c'est un orfèvre de l'intériorité, considère Charles Wright, l'ancien journaliste, aujourd'hui moine cistercien. Il lui consacre une biographie. Vous pourrez découvrir les bonnes feuilles de cet ouvrage dans France catholique. Les coulisses de la réforme du travail dans la vie cette semaine vont-ils foncer là où d'autres ont renoncé? À quelques jours de la présentation de la réforme du travail au Conseil des ministres, La Vie enquête sur le grand chantier aux contours encore flous de l'équipe Macron. Le Moyen-Âge fait la une de Famille chrétienne. Cette période n'en finit pas de capter l'attention des historiens et du grand public. Alors que les médiévales de Provins battent leur plein les 24 et 25 juin, Famille chrétienne vous propose un dossier sur une période foisonnante. Un dossier qui parle d'écologie dans Pèlerin, comment protéger et préserver les arbres. Qui sont les acteurs du reboisement planétaire, symbole de pérennité? Les arbres sont aujourd'hui malmenés, pourtant il est le principal partenaire pour lutter contre l'effet de serre. À noter aussi une enquête sur la reconversion des agriculteurs. Voilà pour votre revue de presse. Tout de suite, on retrouve nos éditorialistes pour notre dossier. Cela ne vous a pas échappé, l'actualité politique a été riche cette semaine entre la large victoire du parti La République En Marche le week-end dernier pour les législatives, la démission des ministres MoDem, le remaniement du gouvernement ou encore la rentrée des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Finalement, une actualité riche dans la forme, mais toujours pas vraiment de débat. Louis Dauphren, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à Radio Notre-Dame. Pas de débat pour le moment, non ? C'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim, mais c'est un petit peu logique. On est encore dans un état d'apesanteur après la victoire du second tour des législatives. Mais le débat est sans doute propice à certains rendez-vous. Par exemple, le Conseil européen qui se tient ce jeudi à Bruxelles. C'est là, en fait, qu'on entre dans le dur de certains sujets et qu'Emmanuel Macron va sans doute exposer une partie de sa stratégie. Peut-être d'ailleurs que c'est là vraiment que les sujets se jouent. Moi, je livre simplement une petite expérience cette semaine, puisque j'étais mercredi au Parlement européen pour suivre une conférence sur les migrants, la question migratoire, qui n'était pas du tout médiatisée ici en France. On n'en a pas parlé du tout. Pas du tout, et on voyait d'abord qu'il y avait beaucoup de ressources intellectuelles et opérationnelles mobilisées sur cette question à Bruxelles. Beaucoup d'échanges tout à fait intéressants sous l'égide de Mme Mogherini, qui est en quelque sorte le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, et que l'Union européenne veut s'emparer de la question migratoire pour en faire une question même politique, pour suppléer la défaillance en quelque sorte des États. Donc il y a un vrai sujet là qui est vraiment immédiat, dont on ne parle pas du tout en ce moment en France, parce qu'on était dans une période électorale qui a en quelque sorte un peu vitrifié toute forme de débat, c'est vrai. Frédéric, est-ce que le fait d'être dans une période électorale empêche le débat? Parce que c'est vrai que même dans l'entre-deux tours, il y a eu les affaires, il y a eu pas mal de choses, mais les vraies questions de fond, on les a très peu abordées, Frédéric. Alors, la campagne électorale est en soi un débat. Et on voit bien que, à travers ces querelles de personnes, se jouent des questions fondamentales.
on est sur une antenne chrétienne, la notion d'incarnation nous parle aux uns comme aux autres. Alors maintenant, c'est le temps de l'action, comme disait Coëlette, il y a un temps pour tout, et le temps de l'action est venu. En effet, ce Conseil européen va nous permettre de voir le nouveau président de la République en action, et je crois que l'une des clés de sa victoire, c'est qu'il a su capter une volonté de réforme très profonde parmi nos concitoyens. Bernard Robert, que j'ai interviewé cette semaine, le dit. Vraiment, les Français voulaient que la structure politique soit mise au service de profonds changements. Cela ne signifie pas que les Français voulaient à tout prix renverser la table. Je ne dis pas qu'Emmanuel Macron va réussir, je ne dis pas non plus qu'il répond en tout point, mais il a su capter cet élan et l'incarner. La suite. Je vous propose une petite réaction avant Louis. Oui, il y a peut-être une idée, puisque Frédéric dit qu'effectivement la campagne c'est un débat un peu permanent, mais on a peut-être assisté cette fois-ci à une forme de campagne un peu étonnante, une campagne de marque, une campagne publicitaire, avec l'idée que finalement c'est celui qui a le moins de programme qui l'emporte, où les idées ne comptent pas. On a d'abord voté pour une personne, pour quelqu'un qui représentait un renouveau, et qui a surtout cherché à ne pas cliver la société pour pouvoir ratisser le plus large et pouvoir assécher aussi bien le Parti socialiste que les Républicains. Ça explique peut-être qu'il n'y ait pas eu de débat et qu'ils aient même refusé le débat dans l'entre-deux tours pour ne pas devoir s'exposer. Frédéric, mais je suis content qu'on ne soit pas d'accord, c'est dynamique. Non, je ne suis pas d'accord. En disant ratisser, on présente les choses. Mais c'est très bien que tu le fasses comme ça. Mais je trouve que non, il y avait un vrai programme. Ce programme, c'est de prendre des gens de gauche, des gens de droite qui ont des ambitions communes, mais qui les prennent par des chemins différents et de les tisser. Je crois que, voilà, alors évidemment, il avait un programme. C'est une stratégie, pas un programme. Ah, ben la stratégie, c'est pas la tactique, c'est une vision d'ensemble. Et puis après, par quels moyens, on va voir. Mais je crois que ce programme a dérangé. Moi, je ne dis pas qu'au départ, il ait été simple à formuler, mais il me semble que les Français ont vu qu'il y avait une vision. Après, comme disait Napoléon, quand il devait choisir un général, a-t-il de la chance ? Je crois que le président de la République a eu de la chance. Je vous propose maintenant d'écouter Dominique Potier, député PS de la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Voilà, lui, ses attentes, il brigue son 2e mandat, il connaît un petit peu la boutique, si je puis dire. Voilà ce qui l'attend aujourd'hui, on l'écoute. Je serai vigilant sur la marchandisation du monde, sur le respect de la dignité humaine, mais je viens également dans cette mandature avec des propositions sur le fond pour rénover notre société et fixer peut-être des limites civilisationnelles à la mondialisation. Et là, je crois qu'au-delà du Big Bang politique, ce qui est urgent, c'est d'ouvrir les grands chantiers du XXIe siècle. Et il me semble que la véritable révolution, c'est le partage. Il faut poser des limites et il faut découvrir la dimension non matérielle de nos vies. Il faut découvrir la dimension spirituelle, le goût des autres, le goût de l'avenir. Voilà, juste une petite précision pour être tout à fait juste. On a demandé aussi à un député Les Républicains, un député La République En Marche. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité ou ils n'ont pas pu nous répondre. Néanmoins, on entend Dominique Potier arriver dans l'Assemblée nationale avec des idées très claires. La révolution du partage. Louis, une réaction peut-être ? Oui, il part avec des idées, en tout cas je pense qu'on peut que partager pour le coup, ici même, la révolution du partage qui s'y oppose. Sur la marchandisation, c'est déjà une idée qui est un petit peu plus clivante, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'en fait, la leçon politique, c'est qu'on se dit, la victoire tellement large d'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas faite sur des idées structurées en tant qu'idéologie, ça amène à penser que plus on a des idées, moins on a de chances de gagner. Moi, je pense qu'on va vers une logique marketing de plus en plus forte et que ceux qui vont devoir exprimer des choses de véritables convictions passeront pour être des points durs, des points, et là Dominique Potier l'exprime de manière un peu habile, assez consensuelle, mais derrière il y a une vraie question, le rapport à la technique, le rapport à certaines techniques d'émancipation de l'individu, des droits, etc. On va voir ce que ça donne dans l'hémicycle, mais il y a, comment dirais-je, le fait d'avoir des idées clairement exprimées, aujourd'hui, peut passer pour être un obstacle à la réussite d'une carrière politique. Voilà, Louis nous dit, en gros, je résume, il n'y a pas d'idée dans la République En Marche. Est-ce que vous partagez ? S'il n'y avait pas d'idée, Emmanuel Macron aurait perdu. C'est justement parce qu'il a tissé un certain nombre d'idées entre elles. Quelle idée, par exemple, Frédéric ? Eh bien, très simplement, d'associer les contraires
pour mettre le pays en marche. Et là, je reprends, hélas, d'une manière un peu parodique le nom de son mouvement, mais on voit bien que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de dire que la France n'est pas le problème, mais quelle est la solution, dès lors qu'on lui dit où l'on veut aller. C'est là la rupture avec François Hollande. C'est que François Hollande avait globalement un programme assez voisin de celui qui a été porté par Emmanuel Macron, c'est-à-dire une intégration de la France à la mondialisation, tout en maintenant ce qui fait identité et spécificité de la France. Je crois que c'est là le cœur du programme d'Emmanuel Macron. Mais dès lors qu'il l'affirme et le porte dès le départ comme une stratégie et non pas comme une contrainte à laquelle on tâche de s'adapter, eh bien, il peut convaincre nos concitoyens. On peut penser aussi l'inverse. Un dernier mot, Louis. On peut penser aussi l'inverse en se disant que ce qui l'anime, c'est le pragmatisme, donc il ne va pas avancer, il avance masqué en quelque sorte, et que le jour où il sait très bien que les échéances seront sans doute certainement douloureuses sur certains sujets, on va le voir sur la loi travail, et que donc il a intérêt à avancer le plus de la manière la plus consensuelle possible. Oui, il a annoncé ce qu'il allait faire. Donc là, je crois que pour le coup... Et puis, on a tellement entendu des tas de gens dire il faut du pragmatisme, maintenant qu'il y a un type qui est pragmatique. Malheureusement, exactement. Il ne nous reste plus de temps. Effectivement, un débat passionnant qu'on aurait pu poursuivre des heures et des heures. Alors, merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup Louis d'avoir apporté vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Réagissez également sur le hashtag à la source, à ce qui vient de se dire entre Frédéric et Louis. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTO. À la semaine prochaine.